Bonjour à tous et bienvenue à la convention exceptionnelle de la SFEN sur le thème face à la crise de la Covid-19, s'adapter, évoluer. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir pour le module 4 qui est dédié à l'innovation que nous avons développée pendant la crise de la Covid, en particulier en matière d'inspection à distance. Donc, j'ai l'honneur de présenter Bertrand de l'Épinois, qui est président de la section numéro 4 de la SFEN, qui est dédiée à la sûreté et à l'environnement, et qui sera donc l'animateur de cette session. Et avant de passer la parole à Bertrand, je voulais vous dire que donc après les 3 présentations, nous aurons une session de questions-réponses. Donc, vous voyez en haut à droite de votre écran l'onglet QR. Donc, je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure, et vous pouvez aussi voter pour les questions que vous voyez et que vous voulez poser aussi. Et quand vous votez, les questions remontent dans l'ordre de priorité. Voilà, donc plus de chances qu'elles passent avant. Voilà. Donc merci beaucoup d'être là et je passe la parole à Bertrand. Merci beaucoup Valérie. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous ne me voyez peut-être pas sur votre écran. Nous avons tous pratiqué le télétravail, les audioconférences, les visioconférences. Parfois, on a le son, parfois l'image, parfois les deux. En ce qui me concerne, ce sera sans l'image ce soir, malheureusement. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir Bruno Tabourga, qui est directeur de la qualité chez Framatome, Denis Bourguignon de Bureau Veritas, à la direction du développement des services nucléaires, et Christophe Quintin, l'inspecteur général de l'ASN, qui est en cours de connexion. On résout quelques problèmes techniques. Pendant la crise du Covid, au plus fort du confinement, sur les installations nucléaires, bien entendu, tous les exploitants ont réduit strictement le personnel sur les centrales, donc les équipes de conduite, les équipes de maintenance, les services indispensables. Tout le reste du personnel était en télétravail. Et donc, c'est un moment où les différentes unités chargées de l'inspection, qu'elles soient internes ou externes aux exploitants, bien sûr, ne se sont pas rendues sur les sites pour respecter les règles sanitaires en vigueur et surtout éviter que la contagion ne se propage. Donc, on était vraiment centré sur les équipes d'exploitation pure, et ce qui a posé une difficulté, puisqu'un certain nombre de services d'inspection qui sont utiles à la sûreté se sont arrêtés quelque temps, plusieurs semaines. En visuel, tu peux écouter, non, sur l'écran ? Mais néanmoins, vas-y, connecte-toi, je vais commencer à parler. Des mesures alternatives ont été mises en place avec de l'inspection à distance. Donc, c'est ce que nous allons voir pendant cette session. C'est qu'est-ce qui a été expérimenté comme inspection à distance par différentes unités qui font de l'inspection. Je vous propose, donc, on aura 3 exposés à la suite, et je vous propose qu'ensuite, il y aura une session de questions-réponses. On va commencer, si vous le voulez bien, par Bruno Tabourga de Framatome pour nous expliquer ce qui a été fait chez Framatome en termes d'innovation pour faire de l'inspection à distance. Bruno, la parole est à vous. Eh bien, merci. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, je pense. Parfait. Voilà, un petit signe de tête. Mais merci. Voilà, donc j'ai le plaisir de... En fait, je souhaitais passer la main à 2 de mes collaborateurs qui avaient couvert deux grosses actions qui nous ont permis de nous adapter, dans un premier temps, à cette vague de pandémique, pour continuer notre activité, vis-à-vis de nos partenaires fournisseurs, et 2, donc avec Pascal Leroux, qui est à la tête de l'inspection chez nous, et d'écouter les besoins du client et de nous adapter à ses demandes, notamment un client international, et de ne pas arrêter l'inspection qu'il souhaitait conduire chez nous, que nous avons menée, là également à distance. Et là, c'est Sébastien Kubiak, qui, lui, pour le coup, a réussi à se connecter, pourra vous présenter de vive voix le fruit de leur travail. Donc, deux gros exercices qui ont été menés avec l'agilité des équipes. Donc,
Bon, c'est peut-être, je vais pousser sur la slide 3, est-ce que vous la voyez bien? Un contexte assez particulier, je pense que nous avons tous vécu de front et brutalement, hein, donc un arrêt net des déplacements personnels, un confinement professionnel, hein, et pourtant des contrats, des livrables à honorer, hein, et notamment en termes de production, avec un ralentissement, mais surtout en termes d'inspection pour autoriser nos produits à passer à l'étape qui suit. On a eu besoin des demandes très fortes des projets. Néanmoins, nos activités ont été affectées. On a dû et on a fait en sorte que ce risque devienne une opportunité en mettant autour de la table, hein, une partie de la population inspecteur pour pouvoir identifier les opportunités de pouvoir réaliser des inspections. Et force est de constater qu'on a là, a priori, identifié une opportunité que je vous présenterai là, dans la foulée et qui va même, on espère, devenir une option d'inspection, hein, et de travail dans le futur. Voilà. Donc, impossible de se déplacer. Donc, en avril 20, les réflexions ont été lancées et très vite, le fait d'avoir une équipe non seulement pluridisciplinaire, mais avec des âges différents, les plus jeunes qui avaient l'habitude de travailler ou d'échanger en off avec des logiciels tels que Zoom, entre autres, ont essayé d'implémenter ça au sein de l'activité professionnelle pour trouver la solution qui va bien, en sachant qu'en interne, on n'a pas l'agilité des ordinateurs personnels, hein, il y a les confidentialités, il y a des murs, donc il a fallu être ingénieux. Néanmoins, on a pu mettre en place un processus qu'on vous présentera, de toute façon qu'on voit déjà à l'écran ici, hein, avec le truchement des partenaires, hein, qui ont joué le jeu, de quelques-uns, d'installer un système de caméra, de travailler avec les connexions Wi-Fi, de travailler sous WebEx également, un logiciel de communication qui nous a permis de pouvoir travailler à distance et de piloter, d'enregistrer, d'échanger et de réaliser concrètement les inspections. Déjà à fin juin, quand on a amorcé ça, on ne vous cache pas qu'on a fait ça avec les moyens du bord. Les caméras n'étaient pas tip-top, hein, sur les caméras du commerce qu'on a achetées sur des sites bien connus, hein, pour pouvoir lancer des protos, identifier le matériel qui fonctionne bien. Et dès juin, on était déjà à plus d'une centaine d'inspections, hein, qu'on a pu réaliser en France et à l'étranger. Hein, et sur cette semaine, cette centaine d'inspections nous a permis de valider un processus ad hoc pour pouvoir aller plus loin et pérenniser cette activité. Derrière, le principe est simple, c'est de faire installer le matériel chez le fournisseur avec un support téléphonique, hein, il y a un peu d'IT, et de pouvoir superviser cette inspection à travers nos PC liés à ces caméras et de faire en sorte que l'inspection physiquement, cette fois-ci, se fasse par un inspecteur de notre fournisseur. On en a fait plusieurs. Là, à l'écran, on a essayé de jouer le jeu, hein, de vous mettre un PC. Voilà ce qu'on voyait des bureaux. Là, un fournisseur d'usinage, hein, où on voit la personne en centre de l'écran, là, et il y avait plusieurs personnes autour, hein, vous l'avez compris, hein, des personnes pour pouvoir bouger les caméras. Il y avait deux types de caméras, des fixes et des mobiles, hein, pour pouvoir zoomer, aller sur les documents, aller sur le produit, aller sur les enregistrements. Hein, donc, il y a eu ce travail de fait. On n'était pas dans l'optimum, hein, on n'a pas formaté ou formé les inspecteurs de nos fournisseurs. Néanmoins, on a pu tirer des leçons de ça et on verra un peu les plus et les moins derrière, les leçons qu'on en tire et comment on peut automatiser et industrialiser cette affaire. Juste à date, à fin août, on est déjà passé à plus de 800. Hein, ça veut dire qu'on ne s'est pas arrêté à ce galop d'essai, on a continué à tourner avec ce processus ad hoc, hein, sur différents types
d'activité, hein, que ce soit des revues documentaires, des recettes finales ou des inspections très techniques. Là-dessus, on s'est dit il va falloir rendre ce processus un petit peu plus industriel. Et pour ce faire, bien définir le scope sur lequel on peut concrètement mettre en place ce type d'activité. Donc, pour ça, on a travaillé sur 2 axes. Le premier axe, là-dessus, est la criticité sur les aspects sûreté, et un deuxième axe qui est plutôt sur l'aspect planning. Quand, en fait, dans le temps, on peut aborder ou couvrir l'inspection sur un périmètre. Pour cela, on a divisé un peu la typologie de nos produits en 3 niveaux. N1 étant le niveau le plus critique, et N3, c'est du tout venant, sur lequel malgré tout, on a un périmètre d'inspection à couvrir. Et derrière, on a également ventilé sur cette matrice à 4 cadrans, vert étant ce qu'on peut faire ad hoc, ce qu'on peut continuer, a priori sans crainte, chez des partenaires qui n'ont pas de retour de non-qualité, chez les partenaires qui ont eu des inspections réussies dans le passé, et sur des produits non critiques en termes de sûreté et en termes de stratégie chez nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a continué. On est arrivé à 800 et on a même commencé à déborder sur les produits type N2. Donc le deuxième cadran, c'est le cadran rouge. On va aller carrément dans l'extrême, où là, derrière, on a décidé sur les produits très critiques, à niveau qui impactent fortement la sûreté de l'activité, c'est de mettre ça à plus tard, parce qu'avant, il va falloir quand même démontrer l'efficacité dans le temps de ces inspections à distance. Donc, on l'adressera avec nos clients, avec l'ASN, entre autres. On espère très vite revenir vers vous pour regarder un peu les modalités et vous proposer le process industriel pour réaliser en toute sécurité et avec un maximum d'efficacité ces inspections. Après, vous avez deux autres cadrans. Alors, le FOC, alors c'est pas un gros mot, c'est first of a kind, c'est quand nous avons affaire à un premier de série ou une première pièce et que c'est pas trop critique. Donc là, effectivement, on lancera une inspection physique quand on est autorisé, à savoir aujourd'hui entre autres, et on pourrait se permettre éventuellement, si tout s'est bien passé, de basculer sur l'inspection à distance. Et la partie orange, là, c'est aussi à négocier avec les clients, avec les autorités de sûreté. Là-dessus, ce sera certainement en cas par cas et en fonction de l'expérience qu'on aura acquis et des résultats qu'on aura à mettre sur la table. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre la slide qui suit. Par contre, je ne sais pas si j'ai la main là-dessus. Je dois revenir sur les slides, pardon, parce que l'écran a changé. Laissez-moi revenir dessus. Voilà. Ou si quelqu'un peut. Voilà. Voilà. Très bien. Merci. Et donc, là derrière, on est dans la phase de réflexion sur le processus. On est plein dans le mois, là où derrière, on est en train d'affiner le matériel, les caméras HD, et de préparer un kit pour le valider concrètement et valider ce processus sur une inspection atypique et standard sur laquelle on a des références, on a des plaquettes normées, le reçuage. Ça, c'est l'étape qu'on est en train de mettre en œuvre pour valider le process en lui-même, le procédé d'inspection, le formaliser. Derrière, il y a, une fois qu'on aura fait cette inspection, on la fera qualifier par un sachant chez nous pour valider la méthode, la challenger, et quelqu'un qui soit bien sûr en dehors des équipes d'inspection, pour qu'il n'y ait pas de juge et partie, et que ça puisse être des critiques constructives, et derrière étendre les tests sur plusieurs autres sites pour avoir un maximum de configuration et entériner définitivement ce procédé chez nous. Ensuite, une fois qu'on aura entériné ça,
les scénarios et les règles d'engagement, et bon, on pourra lancer à plus grande échelle l'achat de kits pour nous-mêmes, mais aussi quand on aura à travailler avec des partenaires externes, leur faire acheter aussi ces kits indirectement une fois qu'on aura défini la checklist et les références. Voilà, moi ce que je vous propose là, c'est de vous donner une dernière slide avant de passer la main à Sébastien. Donc, alors donnez-moi 2 secondes. Là. Voilà, sur les apports de cette solution. Donc, transformer ce risque qui nous est arrivé en opportunité de travailler autrement, de travailler de façon plus fluide. Donc, d'intégrer l'inspection à distance comme étant un outil commun d'inspection chez nous. Donc, ça, c'est une option qu'on est en train de. C'est un des buts de cette activité-là. D'avoir, sans se le dire, mais on le comprend mieux, un meilleur ratio inspection-déplacement, parce qu'effectivement, on est amené aussi à faire des inspections qui durent 2 heures, qui mobilisent aussi nos partenaires, avec une logistique terrible. Et là, il y a des opportunités de mieux dépenser notre temps et notre argent sur des couvertures un petit peu plus larges et plus précises. Un retour très positif de nos partenaires, c'est les temps de notification qui sont réduits. Donc ça, c'est important et pour nous, pour la gestion des plannings, et surtout pour les partenaires. On les mobilise moins, on a 10 jours a priori auparavant, et là derrière, on s'est donné un maximum de 3 jours, et certainement, on pourra même aller être encore un petit peu plus flexible à l'usage. C'est une souplesse industrielle, puisque derrière, on est au plus juste de la production du partenaire. Il n'a pas une pièce qui attend sur son socle en plein milieu de l'atelier 1 semaine, voire 2, en fonction des congés qui peuvent arriver entre deux. C'est appréciable et pour lui et pour nous également. Donc tout ça, c'est une activité qu'en plus, on s'est permis de développer un module à côté de cela, un module de formation des inspecteurs, parce que ce n'est pas un module qu'on trouve sur le marché. Donc, on l'a customisé pour pouvoir aligner l'équipe d'inspection de nos partenaires à notre mode opératoire, de standardiser un peu ça pour avoir cette délégation d'inspection sur place avec une supervision Framatome. Voilà. Et là, je dois vous dire qu'on a présenté un peu cette pratique en avance de phase à EDF, qui a lancé son plan Excel depuis quelques mois. Nous-mêmes, nous sommes alignés avec un plan similaire qui s'appelle Excel in Quality. Et dans les travaux communs, on a pu mettre en avant cette pratique avec EDF, et ça a eu une bonne écoute. Et on est en train de regarder comment on peut mutualiser cette approche formation des inspecteurs, puisqu'ils sont très intéressés de leur côté également, et également les modes opérateurs d'inspection à distance. Voilà un peu ce qu'on a pu faire sur un point de vue inspection à distance des fournisseurs, qui est un gros volant quand même chez nous, puisqu'on a 60% de notre chiffre d'affaires qui dépend de l'externe. Et voilà ce que je vous propose maintenant, c'est si vous avez encore un peu de patience, 2 slides que je demanderai à Sébastien Kubiak de couvrir, peut-être plus rapidement que je n'ai fait. Sébastien. Bonjour à tous, est-ce que tout le monde m'entend? Tout à fait. Oui, c'est bon. Donc moi, je vais vous présenter un cas. Donc là, on est sur un cas interne de fabrication. Donc sur de la fabrication des gros composants, donc cuves et couvercles de cuves pour le projet anglais de PR. On avait des soudures à contrôler. Et avant de pouvoir contrôler ces soudures, il faut qualifier les procédures et les contrôleurs. Donc ça, c'est une phase assez longue qui se déroule dans l'usine pendant 2 mois en tout. On s'est découpé en 2 parties. Une partie vraiment où on va qualifier la documentation sur des maquettes où il y a des défauts qui sont cachés dedans, qu'on ne connaît pas, bien sûr. Ça dure 5 semaines. Et ensuite, on a une deuxième phase de qualifier vraiment les contrôleurs qui va durer 3 semaines. Donc c'est une qualification qui est assez longue, qui était planifiée au mois de juin.
quand on a eu la Covid qui est arrivée et le confinement associé, on s'est effectivement posé la question, hein, le constat, c'est que les inspecteurs anglais qui étaient mandatés par le client avaient des contraintes pour se déplacer. On ne pouvait pas se déplacer puisqu'il y avait une quatorzaine au retour en Angleterre si on revenait de France. Donc il a fallu être innovant parce que le client, on s'était engagé auprès de lui sur un planning, sur des délais. Donc il a fallu trouver une solution innovante pour quand même réaliser cette qualification qui est quand même stratégique, qui était la première en plus de toute une autre série, hein, qui continue sur la fin d'année et sur 2021. Donc voilà, donc pour respecter cet engagement auprès du client. Donc ça fait un peu écho à ce que disait Bruno juste avant. On a utilisé la même solution, hein, nous on a utilisé la solution Cisco Webex. On a été obligé de mettre plus de caméras. Là, c'était un vrai besoin parce qu'il faut s'imaginer qu'on est isolé dans un bâtiment qui est dédié pour cette qualification, hein, qui doit faire plusieurs centaines de mètres carrés, avec, je ne sais pas si on voit bien sur l'image qui est un peu en bas là derrière l'équipe, avec en fait une machine de contrôle à ultrasons automatique, plus 2 maquettes qui sont du coup sous-scellées avant de démarrer la qualification. Donc les inspecteurs, hein, donc mandatés par le client, ont exprimé le besoin de voir tout l'environnement, plus des vues particulières sur la machine de contrôle US, au niveau du palpeur, au niveau du contrôle des paramètres, de l'enregistrement des paramètres, et aussi de pouvoir voir en temps réel le déroulé de la procédure qui était fait par les contrôleurs. Donc on a mis en place cette solution avec ces 5 caméras qui sont pilotables en local, pas encore à distance, hein, ça sera les prochaines étapes. On a mis en place aussi une communication avec micro-casque parce qu'il y avait besoin effectivement de communiquer. En plus, il y avait pour certaines séquences des traducteurs. Et c'est une solution qui était en place du coup pendant plusieurs semaines, toute la journée, pendant toutes les 5 jours sur 7. Donc voilà, donc il y a vraiment besoin aussi que la liaison audio soit bonne parce que ce n'était pas un usage ponctuel, il y allait avoir beaucoup d'échanges et en plus avec de la traduction au milieu. Et puis on sait que c'est toujours un peu moins bon quand on est à distance, on peut avoir un peu de problème, hein. On n'a pas tout le monde en visuel aujourd'hui, donc voilà, on a toujours soumis à quelques aléas, donc c'était aussi un point important d'avoir une solution qui permette de garantir la qualité, la continuité de la liaison pour une fois qu'on démarrait la séquence tous les jours. Et bien sûr, il a fallu aussi que sur le mois de juin, on forme les équipes, hein, donc les contrôleurs qui allaient être à dérouler cette qualification à distance, les managers de ces contrôleurs, pour que vraiment la solution soit la plus transparente possible pour eux, pour qu'ils puissent être vraiment dans des conditions de sérénité, comme si ça se déroulait normalement en physique, et qu'ils puissent être, voilà, en tout cas que ce soit transparent pour eux, cet aspect technique et ce côté un peu innovant, que les inspecteurs soient à distance. Et ce qui est un point très positif, c'est que du coup, on a réussi à être assez agile, s'organiser pour, et on a pu démarrer dans les temps, donc au mois de juin, comme c'était initialement prévu, donc tel qu'on s'était engagé avec le client. Donc c'est un point aussi important que le client a souligné, hein. Il était aussi satisfait qu'on ait pu être réactif et agile pour tenir nos engagements. Donc rapidement, je crois que j'ai une deuxième slide sur les apports, même si ça va reprendre des choses que Bruno a déjà dit. Ouais, ce que ça nous a apporté, ce que ça nous apporte cette solution, c'est vraiment de pouvoir superviser à distance, hein. On a vu que ce n'est pas le même cas d'usage, c'est vraiment pour un projet, c'est les inspecteurs qui viennent normalement physiquement sur nos usines. Là, ça leur donne aussi une souplesse pour eux s'organiser, bon, moins de contraintes aussi de déplacement pour faire cette supervision à distance. Ça nous permet aussi de la souplesse à notre niveau pour nous organiser. C'est une solution qu'on a pu éprouver, hein, parce que ça nous a garanti une qualité optimale pendant des journées pleines et en continu sur toute la semaine pendant plus de 2 mois. Et ça a vraiment permis que le client souligne notre réactivité, notre agilité à s'organiser pour un intérêt commun qui est au final de livrer le client pour que lui-même puisse tenir ses engagements finaux. Donc on a réussi à tous finalement travailler de concert et bien aussi en amont, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais qualifier, faire des tests pour savoir si on
pouvait garantir le même niveau de qualité au niveau de l'inspection que si on était en présentiel. Donc ça, il y a eu aussi toute une phase en amont pour garantir ce point-là. Et c'est vraiment une solution qu'on va continuer ça tombe en même temps, mais on a en ce moment un point avec notre client pour justement voir comment on s'organise sur la suite pour pérenniser. Alors on voit qu'aujourd'hui, on a encore pour les prochains mois des contraintes qui vont être avec la Covid, mais même à terme, d'avoir effectivement plus de le faire rentrer dans nos standards finalement d'inspection sur certaines séquences ou sur toutes, si on sait toutes les qualifier. Donc voilà, je ne sais pas si je suis dans le timing. Merci beaucoup. Il y a des questions, Merci beaucoup. on pourra revenir sur des points. C'est très intéressant. Bureau Veritas va nous faire part de son expérience. Bureau Veritas, dont un des métiers principaux est d'aller sur le terrain, de faire des inspections, de lever des points d'arrêt, de contribuer, d'assurer la certification d'un certain nombre de choses. Donc, vu de Bureau Veritas, comment est-ce qu'on a traversé cette période et qu'est-ce qui a été fait en matière d'inspection à distance? Donc, je laisse la parole à Denis Bourguignon. Alors, pour l'instant, nous avons perdu la connexion avec Denis. Il est là dans la salle, mais il n'a pas le micro ni la caméra d'actif. C'est le lot, c'est le lot des conférences à distance. On a tous connu ça dans notre période de confinement et de télétravail. Est-ce que... En attendant, je vois qu'il y a déjà des questions. Peut-être que nous pourrions répondre à certaines questions. On peut prendre des questions. Est-ce qu'il y a une question spécifique concernant l'exposé de Framatome? Je n'ai pas accès aux questions pour l'instant. Donc, Valérie, si tu as une question qui s'applique à Framatome. Il y a 8 votes. Donc, alors, une réflexion sur la sécurité des systèmes d'information a-t-elle été menée? Comment garantir la sécurité des images, des vidéos et des sons enregistrés? Excellent. Est-ce que Framatome a une réponse à cette excellente question? Alors, il contribuera tout à l'heure. Hein. Je peux peut-être répondre. Effectivement, c'est bien sûr des enjeux clés sur la confidentialité des images. Aujourd'hui, on a une solution qui est effectivement une solution du commerce qui nous permet d'avoir cette sécurité. Mais ce que j'ai pas dit, ce que peut-être Bruno a mentionné dans les prochaines étapes, on a aussi cette réflexion en interne chez Framatome avec toutes les équipes digitales, parce qu'il y a aussi d'autres activités, notamment toutes les activités de service et de maintenance de la base installée, qui ont des cas d'usage. Et effectivement, on est en train de développer en interne une solution qui nous permettra à terme de vraiment avoir la maîtrise de A à Z de toute la sécurité du flux des images, pour avoir aussi, pour ouvrir d'autres cas d'usage vraiment sur des usages plus confidentiels ou avec des clients plus confidentiels aussi, avec des activités autres, en tout cas pas civiles. Donc ça, effectivement, c'est aujourd'hui, on a un certain niveau, on a limité certains cas d'usage. Donc, comme disait Bruno, on a fait une approche analyse de risque sur quelles sont finalement les inspections qu'on peut mener aujourd'hui avec les caractéristiques de la solution. Et demain, on sait qu'on pourra finalement aussi atteindre d'autres usages avec ce niveau de confidentialité encore plus renforcé, avec aussi une notion de souveraineté, avoir les data centers qui sont hébergés soit directement chez nous, soit en tout cas sur un domaine souverain en France, pour avoir vraiment toute cette garantie sur la chaîne audio et vidéo de toutes les images qui peuvent transiter et les échanges entre les différents interlocuteurs et tierces parties qui utilisent notre système. Est-ce que ça veut dire qu'à ce stade, on s'est un peu limité dans les opérations d'inspection qu'on faisait à distance afin de ne pas mettre en péril le secret industriel? Oui, mécaniquement oui, parce qu'il faut un accord des deux parties, que ce soit client Framatome ou le fournisseur et Framatome. Une fois qu'on s'est aligné, on est parti. Et derrière, comme disait Sébastien, on a aussi un programme de digitalisation sur lequel on y a mis cette partie confidentialité, puisqu'on va aussi certainement utiliser des tablettes pour auditer nos fournisseurs à terme. Donc, la même équipe a été missionnée pour sécuriser les matériels. Il va y avoir 3 vagues. La première vague, c'était le Haddock et les protos. C'est un peu, on vous a présenté là, quelque part. La deuxième vague, ça va être une solution plus sécurisée.
et un petit peu plus tard dans le temps, quelque chose qui va devenir le standard. Hein. Voilà, on est en pleine lancée en termes de perspective. Merci. Est-ce que nous avons retrouvé la pleine connexion avec Denis Bourguignon? Pour l'instant, on le voit, mais on ne l'entend pas, donc je peux... Alors, non, Denis n'est toujours pas vraiment connecté. Voilà. Est-ce que Christophe Quintin a la pleine connexion? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es capable de parler? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, on avait prévu l'exposé de l'ASN en dernier, comme il se doit, à tout seigneur, tout honneur, le dernier mot revient à l'ASN. Là bon, les conditions techniques vont peut-être nous faire changer un petit peu le protocole. Donc, Christophe, est-ce que tu veux nous dire ce qui s'est passé pour l'ASN en termes d'inspection pendant cette période, et ce qu'on en a pu mettre en œuvre, et avec ses forces et ses limites? Oui, c'est avec plaisir que je vais vous présenter ce qu'on a fait. Tout d'abord, donc, on a une petite expérience à l'ASN du contrôle à distance, que dans le domaine du nucléaire de proximité, le petit nucléaire. On avait déjà conduit des expérimentations, notamment avec des vétérinaires. On leur envoyait un courrier en leur demandant de s'auto-positionner par rapport au respect de la réglementation. Et on en avait gardé une impression assez mitigée, parce qu'on avait pas mal de gens qui ne nous répondaient pas, donc on ne sait pas si c'est conforme ou pas, des gens qui nous répondaient qu'ils étaient conformes, et puis quelques personnes qui nous disaient non, je ne suis pas conforme. Donc, on avait fait cette expérience qui était peu concluante. Lorsque la Covid est arrivée, évidemment, on s'est aligné sur les positions gouvernementales, donc on mettait en place le télétravail, et par ailleurs, on avait un vrai souci d'éviter la propagation de la contamination en lien avec nos inspections. C'est pour ça qu'on a voulu immédiatement passer à un dispositif de contrôle à distance. Donc, ce contrôle, c'est tout d'abord, on s'est dit, on va commencer d'abord par resserrer les relations avec les exploitants. Donc, ça s'est traduit en fait par des relations extrêmement resserrées au niveau local, hein, puisque c'était pratiquement une réunion téléphonique par jour entre les divisions et les CNPE. Et nous, du côté siège, on avait plusieurs audios téléphoniques par semaine, notamment avec EDF. Hein. C'était un peu moins vrai avec Orano, parce que les choses marchaient, il y a moins d'installations déjà. Hein. Donc, resserrement des relations, et par ailleurs, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire en termes de contrôle à distance. Donc, tout d'abord, on s'est interrogé sur le champ de ce contrôle à distance, et on a eu une position politique très forte du collège, hein, qui disait, dans l'ambiance actuelle, on met un moratoire sur les contrôles dans le nucléaire médical, parce que c'est pas le moment de rajouter de l'entropie dans le système. Donc, pas de médical. Et en fait, quand on a regardé ce qui restait dans le petit nucléaire, on s'est aperçu que la plupart des installations étaient fermées à cause du télétravail. Donc, il n'y avait plus vraiment d'intérêt à travailler dans ce secteur. Donc, on s'est concentré sur les installations nucléaires de base. Et à ce moment-là, on a commencé à réfléchir à ce que pourrait être ce contrôle. Donc, la première idée que j'ai eue en tant qu'inspecteur en chef, c'est de faire du contrôle documentaire. Donc, c'est des choses qu'on fait déjà en inspection physique sur site. Hein. Donc, ça consiste à regarder des résultats d'essais périodiques ou des documents de conduite qui ont été renseignés et validés. Donc, l'idée, c'était de demander une transmission de ces documents et puis de les examiner chez soi. Donc, on a travaillé avec l'IRSN pour valider une liste d'essais périodiques intéressants d'un point de vue sûreté, et puis intéressant à regarder à distance. Hein. On en avait une belle liste. Et puis cette liste-là a été diffusée aux divisions en leur demandant par ailleurs de nous proposer d'autres thèmes d'action, sachant que j'avais listé en dehors des essais périodiques un certain nombre de types de documents intéressants à regarder. Et ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que le retour des divisions a été beaucoup plus riche que ce que j'attendais. Et donc, il y a des divisions qui nous ont dit non, le contrôle à distance, c'est bien, tel que tu proposes, mais on peut aller plus loin que ça. On peut carrément faire des inspections à distance. Puisqu'en fait, une inspection, classiquement, on a une partie salle et une partie visite terrain. Donc, la partie visite terrain, on la met de côté pour l'instant, et la partie salle, on peut la remplacer par des audioconférences.
Donc cette expérimentation-là, elle a été lancée par Orléans, sur une inspection maintenance dans le cadre de la préparation de l'arrêt de Belleville. Et puis côté laboratoire usine, il y a la division de Caen qui avait une inspection transport qui était programmée. Et donc ils ont basculé la totalité de l'inspection sur un mode inspection à distance, avec 2 mondes de photos prises sur le convoi et les colis qui étaient concernés. Donc c'était un peu original pour nous. Par ailleurs, on a fait vraiment du brainstorming et puis un peu de parangonnage à l'étranger. Et il y a quelques idées qu'on avait imaginées, qu'on a abandonnées parce qu'on les a trouvées inadaptées au contexte français. Par exemple, on avait imaginé déléguer le contrôle à des organismes. Ça se fait, comme vous le savez, en équipement sous pression nucléaire aussi. Et bon, on s'est dit que c'était quand même pas très raisonnable de confier, à cause du Covid, des inspections à des organismes sous prétexte que le but était de réduire le risque de contamination croisée. Christophe, excusez-moi, oui. on a des personnes qui ne vous entendent pas très bien. Est-ce que c'est possible de vous rapprocher de votre micro? Oui, d'accord. Donc, la délégation de contrôle à des organismes a été abandonnée. Ensuite, on avait également imaginé une solution qui a été mise en œuvre, je crois, par les collègues de l'ONR. C'était de déléguer certains contrôles à la filière indépendante de sûreté, puisqu'en fait, ils sont indépendants de l'exploitant, ils sont sur site et ils font un peu le même travail que nous. On a abandonné cette idée en interne parce que on sait que sur certaines centrales, ils sont déjà vécus comme étant l'œil de Moscou, ce qui n'est pas du tout leur mission. Ils sont là pour faire une évaluation indépendante de la sûreté et ils ne sont pas là pour nous donner des informations. Mais comme ça existe déjà, on ne voulait pas que ce système-là, que ce type de contrôle renforce cette idée-là dans l'esprit de certains agents. Donc on l'a abandonné. Et on avait imaginé d'autres choses, type caméra portée par l'exploitant, etc. Bon, tout ça, on a abandonné. Et donc, on est revenu à des systèmes d'inspection avec donc une phase de préparation à l'amont, demande de documents, examen de ces documents à froid sans les exploitants, et ensuite une ou plusieurs audioconférences avec les exploitants pour répondre à nos questions. Ça s'est fait sur toutes les installations en fonctionnement, ou du moins celles qui n'avaient pas eu d'inspection depuis un moment. Et par ailleurs, de mon côté, j'ai continué à travailler avec le niveau national d'EDF pour pouvoir imaginer des contrôles qui puissent se faire dans des conditions encore plus aggravées de Covid, dans des cas où il ne resterait plus que des personnes en salle de commande et très peu dans à côté. L'idée à ce moment-là, c'était de demander une transmission de documents déjà présents en salle de commande, déjà renseignés parce que l'exploitant en a besoin. Un des objectifs essentiels, des contraintes de contrôle à distance, c'est d'éviter de prendre trop de temps à l'exploitant qui a beaucoup de choses à faire en période de crise. Et donc, il faut trouver l'équilibre, faire notre travail, mais ne pas polluer l'exploitant. On polluera toujours un petit peu, mais ne pas le polluer trop. Voilà. Et ça a été un de nos soucis. Ça n'a pas toujours marché. Du coup, les audios qu'on avait régulièrement avec l'exploitant étaient intéressants pour caler ça. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le contrôle à distance, ça marche. On a vu des choses sur ce type d'inspection qu'on n'aurait pas vu sur des inspections normales. Alors, la première raison qui explique ça, c'est que en fait, on demande plus de documents en phase préparatoire qu'on le ferait sur une inspection normale. Et la deuxième raison, c'est qu'on examine ces documents au calme au bureau, alors qu'en inspection, on les examine avec des gens en face de nous qui font rien pendant qu'on les regarde. Et c'est toujours gênant humainement de faire perdre du temps aux autres. Voilà. Donc on examine les documents de façon plus light, on va dire, c'est pas notre travail correctement. Et donc ça explique pourquoi on a pu voir des choses qu'on n'aurait pas vues en inspection normale. Un des soucis essentiels, c'est d'éviter de demander trop de documents. Et ça, c'est une tendance naturelle. Alors, je ne sais pas si elle est humaine, en tout cas, elle est forte chez les inspecteurs de l'ASN. Et donc, j'ai eu des alertes, puisqu'on avait certains inspecteurs qui demandaient de transmission de la moitié de la documentation de la centrale. Donc, c'est un sujet de préoccupation. On a su régler les curseurs assez vite, parce qu'on avait les alertes. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui était intéressant, c'était il faut éviter les séries ininterrompues de questions-réponses.
Et donc, une inspection à distance, c'est comme une inspection physique, ça doit avoir un début, c'est toujours clair, et une fin. Et ce qu'on avait dit, c'est qu'il ne fallait pas que l'inspection dure plus d'une semaine. Voilà. Quand on a plus d'une semaine, il faut qu'on passe à autre chose. On a des inspections à distance qui ont duré un mois pour tout. Dans les échanges, c'est trop long. Une des conclusions qu'on a tirées, c'est que le temps de préparation est supérieur au temps de préparation normal. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour les exploitants aussi, hein, parce qu'il y a plus de documents à transmettre, il y a plus de questions auxquelles il faut répondre par écrit, préparer les réponses. Donc le gain en équivalent temps plein n'est pas criant. Donc on gagne, nous, sur le temps de trajet, mais globalement, c'est pas sûr qu'on gagne en faisant ce type d'inspection. Et par ailleurs, donc bien évidemment, les inspections à distance, elles sont bien adaptées au contrôle documentaire, mais par contre, c'est totalement inadapté quand il faut regarder le fonctionnement du collectif de travail. Et donc sur une crise telle que celle qu'on a vécue, le collectif de travail, il est fondamental parce qu'on a des gens qui sont obligés de faire autre chose que ce qu'ils font actuellement. Il y a des rituels qui ne sont plus présents. Et donc, on a vu très, très rapidement, hein, dès une semaine de pratique, qu'il fallait qu'on retourne quand même sur le terrain pour examiner ces aspects humains, on va dire. Et si je regarde là, ce qui s'est passé à fin août, hein, le bilan qu'on avait, c'est qu'on a fait à peu près 225 inspections à distance. Il y en a une centaine qui sont des inspections totalement à distance, et il y en a 125 qui sont des inspections avec une partie à distance et une partie de contrôle terrain venant avant ou après le travail à distance. Voilà. Donc c'est une belle réussite pour moi. C'était pas du tout quelque chose que j'imaginais possible, et donc on va garder à l'avenir ce type d'outil, en gardant quand même en tête que notre politique, hein, c'est un peu comme à la DGPR, un inspecteur, il est pas là pour regarder du papier. La tendance naturelle de l'inspecteur, c'est de faire du contrôle qualité, c'est pas ce qu'on lui demande. Et donc, il faut qu'il aille sur le terrain, et donc il faut utiliser avec à bon escient ce contrôle à distance. Sinon, on retourne sur ce que je veux plus voir, hein, puisque plein de gens ne veulent plus voir, qui est le contrôle documentaire. Hein, et tout le travail qu'on a fait sur les fraudes montre, hein, que effectivement, le contrôle documentaire n'est pas suffisant et qu'il faut vraiment aller sur le terrain pour faire un bon travail d'inspection. Voilà. Je me permets une question, est-ce que ça veut dire que sans augmenter la part du contrôle documentaire, pour la part du contrôle documentaire qu'il y a à faire, elle serait faite dorénavant plus en amont, avant l'inspection, pour privilégier pendant l'inspection elle-même les questions-réponses et puis la vision de terrain? Non, c'est pas une option qu'on a retenue. Non. Dans mon esprit, c'était essentiellement parce que, comme je l'ai dit, le temps passé à la fois en préparation et chez l'exploitant est plus grand. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir une... Oui, d'accord. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de faire de la mesure. D'accord. Et on laisse les inspecteurs proposer des modalités d'inspection. D'accord. Merci beaucoup de ce témoignage, en tous les cas, très, très intéressant. J'ai entendu qu'il y avait des essais techniques pendant la présentation. Est-ce qu'on a Denis Bourguignon Oui, Denis est là. En ligne. Denis est là. Oui, vous m'entendez? Alors, oui, on t'entend. On vous entend et vous avez la parole pour expliquer ce que BV a pu faire. Je vais pas réessayer la caméra puisque je vais en rester au son. Donc, comme tout le monde, BV, on a subi la crise et la pandémie, et notamment en termes de restrictions sur les déplacements. Ceci étant, une des forces de BV, en fait, c'est notre maillage international. On a des bureaux dans plus de 140 pays au monde. Et donc, on se pose toujours la question, en fait, entre l'inspection à distance ou détacher localement un inspecteur. En fait. Donc, on avait cette question-là en permanence. Et après, avant de rentrer un peu dans ce qu'on a fait de manière très spécifique dans le cadre de la crise du Covid, je voudrais rappeler que depuis des années, on développe quand même des solutions innovantes et qu'on a déjà des systèmes d'inspection à distance. Alors, en dehors du nucléaire, hein, je vais citer 3 exemples, la marine, oil and gas et puis la supervision terrain. Dans la marine, au jour d'aujourd'hui, on a ouvert 5 centres qu'on appelle des Remote Service Centers. Dans la marine, on fait la certification, classification des bateaux. Hein, c'est une vérification de leur conformité par rapport à des référentiels techniques qui leur permettent de naviguer. Et en complément donc, des inspections qui sont programmées, on a créé ces Remote Survey Centers
qui peuvent être appelés par les armateurs, qui peuvent être appelés par les capitaines de bateaux ou par les équipes qui sont en cours de réparation ou de modification sur des bateaux et qui ont besoin très rapidement d'avoir de l'expertise et de l'inspection. Et donc, on organise ces inspections et cette expertise à distance. Un autre domaine où on l'utilise, c'est notamment dans l'oil and gas et puis dans le conventionnel, où lors d'audits importants, de réceptions importantes, où il y a beaucoup de clients finaux ou inspecteurs du client final ou de ses représentants qui veulent participer. Parfois, on envoie des inspecteurs locaux dans le pays assister et puis faire l'inspection, avec des équipements techno qui vont bien pour qu'il y ait de l'image et du son. Et de l'autre côté, au niveau du client final, donc ça permet d'avoir une participation plus importante et de participer à l'inspection sans avoir à se déplacer. Et le troisième cas, la troisième configuration qu'on utilise régulièrement, c'est dans le cadre des supervisions terrain qu'on fait sur nos inspecteurs, hein, par exemple dans le cadre de l'accréditation contrat qu'on a, où en fait le surveillé porte des lunettes et le superviseur reste à distance et permet de faire sa supervision annuelle, par exemple, en étant à distance. Alors, tout ça se fait dans le cadre d'une procédure groupe Bureau Veritas qui est bien définie. Hein, on ne fait pas ça au coup par coup. Donc, on a un protocole qui est bien déterminé. Une question qu'on se pose toujours, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est la pertinence de faire une inspection à distance par rapport à avoir un inspecteur local qui connaît le fabricant, qui parle la langue, qui est juste à côté, et donc qui peut se déplacer facilement pour aller faire l'inspection de fabrication, par exemple. Après, au niveau du protocole, il y a une analyse systématique quand on décide de faire une inspection, de faire une inspection à distance. Il y a une analyse systématique en fait du scope de l'inspection et de voir de la pertinence de l'inspection à distance. Il faut quand même qu'on fasse notre métier et qu'on fasse de l'inspection et qu'on voit ce qu'on veut voir. On analyse s'il y a des réglementations qui l'interdiraient ou qui l'autorisaient. On regarde les exigences contractuelles vis-à-vis de notre client final. Les problèmes de sécurité, les faisabilités techniques, parce que comme ça a déjà été évoqué, il faut quand même on est dans des ateliers, il faut quand même qu'il y ait du Wi-Fi ou du réseau, il faut que les sons passent, il y a un certain nombre de considérations techniques. Et donc, on fait cette analyse pertinente, de contexte global, de pertinence d'envoyer des inspecteurs locaux avant de déployer une inspection à distance. Un des règles importants qu'on a tiré de tous ces cas de figure, hein, donc c'est quelque chose qui est vraiment déployé par Bureau Veritas en dehors du nucléaire, c'est que le fait de faire une inspection à distance demande une plus grande préparation. J'ai perdu un peu la discussion, mais je pense que vous parliez de la préparation juste à l'instant. En fait, le fait de ne pas être sur le terrain, de ne pas pouvoir interagir et de ne pas être sur le lieu d'inspection demande une plus grande préparation et quelque part peut-être augmente le niveau de pertinence des questions et des points qui sont inspectés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant le nucléaire en fait Qu'est-ce qu'on a fait pendant le nucléaire? Qu'est-ce qu'on a fait au niveau du nucléaire pendant la crise de Covid? Deux exemples bien précis et bien révélateurs, je pense. Au mois d'avril, dans les laboratoires de Bureau Veritas, on fait des essais mécaniques. Il y avait, à cause des mesures sanitaires, on a interdit globalement l'accès des personnes extérieures. Et on limitait également le nombre des intervenants BV. Et comme vous le savez, dans le nucléaire, il y a souvent une personne qui fait le geste et puis plusieurs personnes représentants du client final, potentiellement des organismes qui sont là pour assister. Donc il y avait des essais qui étaient en lien avec le projet FA3, hein, des essais mécaniques dans le laboratoire. Globalement, vu les délais, il y avait une nécessité de pouvoir avancer. Et donc le personnel du laboratoire de BV portait des lunettes connectées, donc montrait et filmait en temps réel la réalisation des essais. Et notamment notre inspecteur qui travaillait sous mandat ASN a fait sa surveillance des essais à distance. Et puis d'autres clients en fait ont pu se connecter. Donc ça c'est une réalisation qu'on a fait c'est au mois d'avril en fait. Un deuxième cas de figure, il y a un fabricant chinois qui fabrique actuellement des échangeurs pour le projet HPC, hein, dont il a été
parlait juste avant. L'OIU, donc l'organisme d'inspection d'utilisateurs de EDF, a été mandaté par le projet HPC pour faire l'évaluation de conformité par rapport à la NPE Policy. Et compte tenu des interdictions de se déplacer vers la Chine, au jour d'aujourd'hui, on a un inspecteur, on a créé un binôme en fait entre un inspecteur nucléaire qualifié en Chine qui se rend au point d'inspection et au point de convocation chez le fabricant chinois. L'inspecteur de l'OIU se connecte en même temps, donc ils travaillent ensemble, donc il y a un vrai binôme qui a été créé. Et donc l'inspecteur de l'OIU qui est en charge de l'évaluation de conformité au final reste en charge de l'inspection, vérifie la complétude, peut poser des questions, peut demander des points spécifiques et se repose également en partie sur un inspecteur qui est qualifié. Hein, donc c'est pas un caméraman, c'est un vrai inspecteur donc qui a des connaissances par exemple en soudage, qui a des connaissances en contrôle non destructif et qui localement peut attirer l'attention de l'inspecteur l'OIU qui est à distance, qui fait des relevés, qui atteste de la bonne réalisation des gestes et qui apporte son expertise. Donc c'est deux cas vraiment qu'on a mis en place là pendant la crise Covid. Clairement, les avantages qu'on peut y voir, c'est la limite des déplacements avec tout ce que ça entraîne. Donc réduction des coûts, gain de temps. Hein, au jour d'aujourd'hui, faire des inspections internationales, les temps de déplacement sont très contraignants. L'empreinte carbone, les risques vis-à-vis de la sécurité d'accidents pendant les temps de trajet. Un gros gain, et ça a été mentionné, c'est la disponibilité. C'est beaucoup plus facile en fait d'avoir la disponibilité des inspecteurs s'ils ne doivent pas se déplacer ou des experts qui doivent assister typiquement peut-être pendant une phase très critique et pas se déplacer à l'autre bout de la planète pour faire une inspection de quelques heures. Donc on peut faire joindre des experts ou des inspecteurs dédiés à certains moments. La possibilité de faire des enregistrements, quelque part, ça permet une certaine transparence. Ça permet de revenir sur les enregistrements, ça permet de faire voir les enregistrements à d'autres intervenants qui n'étaient pas prévus ou qui n'étaient pas là à ce moment-là. Donc il y a un certain nombre d'avantages. Il y a des inconvénients, des contraintes. Hein, et on a toujours, bien qu'on soit au XXIe siècle, des contraintes technologiques. On est en plein dedans. Hein, j'ai pas la caméra. Il y a des flux vidéo, il y a les sons, les ateliers sont relativement bruyants, donc ça demande un peu de préparation. Il y a quand même, si c'est complètement fait à distance, une perte, à notre avis, de la relation terrain et de l'appréciation du terrain. Il y a quand même le langage corporel, le fait d'être sur place permet quand même d'interagir avec les gens, donc c'est quelque chose qui potentiellement doit être géré. Et puis on considère clairement que, quand je disais qu'on vérifie que le scope peut rentrer dans le cadre d'une inspection à distance, on vérifie quand même que l'activité qui va être surveillée peut être surveillée à distance. J'entendais parler des CND tout à l'heure pour le projet HPC. Donc effectivement, pour un projet avec des exigences pour les HIC et tout le travail qui est fait pour la qualification, ça peut s'entendre. Faire une surveillance à distance de CND alors qu'il n'y a pas tout ce processus de qualification, de mise au point ou de formalisation pose d'autres problèmes et on peut se poser la question de la pertinence de faire une surveillance, une opération de CND plus classique, je dirais, chez un fabricant complètement à distance en fait. Il peut aussi avoir des problèmes, c'est de filmer dans les ateliers. En fait, certains des fabricants ont un savoir-faire qu'ils veulent protéger. Parfois, il y a des produits défense, des équipements défense. Donc, c'est pas toujours. Il y a un certain nombre de contraintes à considérer au départ des inspections. Pour le futur, clairement, comme je vous disais, on utilise des inspections à distance. Ça fait partie de notre catalogue de services d'inspection. Donc, on le faisait avant, on le fera avant. Il restera toujours la question de la balance entre faire une inspection terrain et de faire une inspection à distance. Donc, il est fort probable qu'il restera un mix des deux solutions en fonction des différentes cas de figure. Et il faudrait quand même, au final, quand même ne pas minimiser les intérêts.
Comme je disais, il y a souvent, sur une activité, il y a souvent plusieurs inspecteurs. Il y a souvent des représentants du client, il y a d'autres personnes qui peuvent vouloir participer. C'est vraiment un moyen de partager une inspection. Ça permet de limiter les coûts, ça permet de réduire les risques. Et donc, je rejoins les gens de FRA qui disaient qu'il y a une optimisation à faire, que ça permet de faire une optimisation des ressources. Ça, c'est indéniable. Bon. Merci. Je vois avec vous. Oui, oui, absolument. Merci beaucoup. C'était très, très vivant et concret. On voit que BV avait déjà beaucoup réfléchi sur le sujet et mis en place des choses dans d'autres domaines. Et finalement, est-ce que, ayant beaucoup formalisé les choses, vous avez défini ce qu'on ne peut pas faire à distance, ce qu'on fera de toutes les façons sur le terrain, et pour ce qu'on peut faire à distance, quelle proportion maximum on fait à distance par rapport au terrain? Alors, par rapport à la deuxième question, j'ai pas le ratio de ce qu'on peut faire à distance et de ce qu'on peut pas faire à distance. Clairement, comme je disais, il reste quand même une analyse au cas par cas. Et par rapport à des limitations, clairement, au jour d'aujourd'hui, on fait du report de marquage sur lequel physiquement il y a un report de marquage. Donc là, l'inspecteur doit être présent. Les épreuves hydrauliques où il y a du marquage également, et clairement, on sera présent. Les CND complètement à distance, imaginons c'est le fabricant qui est porteur en fait des moyens techno pour faire la transmission vidéo et vidéo et son. Ça laisse c'est difficilement envisageable de se reposer complètement sur une qualité d'image. Alors, je ne parle pas dans des gros projets ou sur des pièces à haute valeur ajoutée, mais sur des pièces de moins haute classification de sûreté. Les ateliers, ils vont quand même rester ce qu'ils sont, et les procédés, ils vont quand même rester ce qu'ils sont. Et donc, il y a quand même un certain nombre d'activités qui resteront sujettes à débat en fait par rapport aux inspections à distance. Une question qui a été posée tout à l'heure par la salle et qui avait beaucoup de votes, c'est celle sur la sécurité des systèmes d'information et la sécurité des images, des vidéos, des sons enregistrés, afin qu'ils ne soient pas piratés. On a commencé à aborder la réponse à cette question avec Framatome. Qu'en est-il chez BV, qui avait une longue pratique de l'inspection à distance? À ma connaissance, les lunettes qu'on utilise, notamment celles qu'on utilise en France, alors je reviendrai pas sur le nom du software et puis c'est pas l'endroit pour le prononcer, mais il y a un système de cryptage à l'émission et à la réception en fait du flux vidéo. Donc c'est quelque chose qui est sécurisé en ce terme-là. D'accord. Et côté ASN, est-ce que ça a conduit à échanger des types de documents qui généralement ne s'échangent pas par voie électronique? Non, en fait, mais par contre, ça m'a conduit à éliminer l'idée de faire des inspections en demandant à l'exploitant d'avoir une caméra, parce qu'on n'était pas capable de sécuriser les flux. D'accord. Mais ça a été quand même un de nos sujets de préoccupation, parce que autant côté EDF ou Orano, nos industriels ont une pratique courante de la SSI, et puis donc ont des systèmes de visioconférence qui sont bien sécurisés. Autant côté pouvoir public, on est quand même un peu démunis, et tout le monde a rencontré ce problème-là, et d'autant plus que quand on doit s'ouvrir à l'extérieur. Et je suis à QSSI de l'ASN, on est aujourd'hui encore à la recherche d'une solution fiable et sécurisée et dominée par l'ASN pour échanger des informations, notamment pas des vraies informations sensibles immédiatement, mais un ensemble d'informations qui, mis bout à bout, peuvent donner du grain à moudre. Typiquement, on échangeait assez régulièrement avec EDF sur l'état des réacteurs et les calendriers de redémarrage. J'aimerais pas que ce type d'information soit accessible à tout le monde sans que je le sache. Ouais. Merci. Alors, on voit bien, là c'est la nécessité qui a fait loi,
et il va mieux faire des inspections à distance que pas d'inspection. On leur voit un certain nombre d'avantages. Un des avantages, c'est d'économiser des ressources. Est-ce que finalement, il va y avoir une pression forte dans l'avenir à faire des inspections à distance pour les économies, finalement, et jusqu'où peut-on aller ou jusqu'où ne faut-il pas aller? Je résume une question qui apparaît sur nos écrans. Moi, je peux répondre côté ASN, hein, puisque vu d'aujourd'hui, en fait, le système d'inspection à distance qu'on a mis en place, on ne rentabilise pas l'allongement du temps de préparation par la suppression des temps de trajet. En gros, ça nous coûte plus cher en ETPT. Voilà. Donc, on ne va pas faire des économies avec cette méthode d'inspection. Côté BV, qui avait déjà qui avait des exigences de rentabilité, bien sûr, et d'efficacité, et qui avait déjà un gros volume d'inspection à distance. Comment est-ce qu'on fait la part entre l'aspect financier dans l'affaire et l'aspect qualité, quoi, grosso modo? En fait, il n'y a pas que l'aspect financier qui prime quand même. Globalement, au jour d'aujourd'hui, on agit sous contrat pour des clients. Qui nous fixe un cadre au moment de la contractualisation, qui nous fixe un cadre très clair de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et donc, c'est déjà à ce moment-là où ça commence à se définir. Et d'autre part, comme je disais, au niveau de Bureau Veritas, on a quand même un réseau d'inspecteurs très fin. En plaisantant, on dit qu'on a un inspecteur à 100 km de tous les sites de fabrication. Et donc, la vraie question, c'est de savoir, nous, l'inspecteur, il va y aller, c'est quelque chose. Combien d'autres personnes vont vouloir assister à cette intervention-là? Et est-ce qu'on peut optimiser sur le coût de toutes ces autres personnes-là le fait de bénéficier d'une inspection à distance qu'on partagerait avec les clients finaux, avec les exploitants, avec la SN, avec les personnes qui veulent participer. D'accord. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut démultiplier de manière aussi efficace et économique que possible le travail et les observations d'un inspecteur ou de deux qui seront sur le terrain, qui feront une vraie inspection, mais qui pourraient être en contact direct avec beaucoup d'autres. Oui. Et comme il a été précisé tout à l'heure, hein, la disponibilité et la réactivité d'une inspection à distance permettent quand même, en termes de coordination et d'organisation, ce qui est quand même, de mon expérience dans le nucléaire, c'est toujours compliqué. Hein, les délais de convocation sont longs et globalement on bloque quelque part un peu l'avancement dans les ateliers. Le fait de réduire ce délai de convocation, de permettre à un expert ou un inspecteur client plutôt qui a d'autres choses à faire, mais il peut se connecter juste les 3 heures sur la partie qui l'intéresse, ça présente à mon avis un énorme avantage pour le futur et pour l'optimisation de l'utilisation des ressources qu'on a aujourd'hui. Juste un petit complément pour le rapport Framatome. Oui, il faut cadrer un peu ce qu'on souhaite faire. Hein. On est parti, je vous ai présenté une matrice. Hein. Maintenant, on va affiner un peu cette approche-là avec les retours d'expérience. Après, il y a des inspections qui sont plusieurs inspecteurs dans le temps. Et il y a des inspections assez ponctuelles, des compléments d'inspection qui peuvent durer 2 heures. Hein. Donc le fait d'avoir déjà aussi formé nos partenaires pour avoir en toute transparence sur nos guides. Déjà, on peut partager les guides d'inspection. On s'aligne sur une formation qu'on est en train de mettre en place. Nous sommes en train de mettre en place sur nos propres équipes, pour impliquer et inviter aussi des personnels de nos partenaires à être formés, hein, puisqu'on aura le même mode opératoire. Donc, on va ainsi limiter certains risques. On qualifiera les personnels chez les fournisseurs qui seront habilités à faire des inspections à distance, hein, être l'adjoint de notre inspecteur. Hein, et bien sûr, on va cadrer sur le scope, hein, là, en termes de produits.
Et le dernier point, et j'appuie ce qui a été dit, même nos inspecteurs ont besoin en fonction du scope qui est couvert, d'avoir un avis tiers. Et l'avantage de l'inspection à distance, c'est qu'on peut mobiliser les experts de là où ils sont, d'un autre site notamment, pour traiter un point ponctuel où on a un doute, vous voyez, ou des questions complémentaires. Donc il y a un vrai travail, on apprend ça en faisant, bien entendu, on se dit, tiens, c'est plus facile de solliciter un expert en direct, avec un écran, pour pouvoir analyser les livrables, les mesures, les analyses, challenger aussi. Effectivement, on n'est pas sur un ghost de ce qui se passe en réalité sur le terrain. Par contre, ça a des avantages de flexibilité, de rapidité pour certains éléments, avec un scope qui va privilégier la sûreté en priorité numéro 1 et la complexité des produits. J'ai dû brièvement répondre à une question dans ce sens-là. Dans les inspections, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, d'accord. Dans les inspections, on ramène dans ces filets des choses qu'on est allé chercher. On veut vérifier tel point, on veut observer tel contrôle, on veut s'assurer de la conformité de tel élément dans la documentation. Et puis on ramène dans ces filets des choses on trouve des choses qu'on n'avait pas cherchées et qui sont parfois les plus riches parce qu'on apprend des choses. Et on apprend des choses et la réflexion peut se poursuivre et on devient plus compétent et pertinent. Par l'inspection à distance, quelle est la part de l'imprévu que l'on peut trouver? Est-ce qu'on trouve des choses qu'on n'avait pas cherchées dans l'inspection à distance? Ou est-ce que les conditions qui font qu'on n'est pas sur le terrain, on ne peut pas sentir ce qui s'y passe, on ne peut pas regarder à côté de la caméra, on ne peut pas discuter de manière informelle avec les gens. Donc, est-ce qu'on trouve quand même des choses qu'on n'avait pas cherchées? Quelle est votre expérience à tous les trois? Côté ASN, j'ai déjà répondu, oui. Oui. Mais c'est un peu le quotidien des inspecteurs ASN. On trouvera pour une idée et on trouve autre chose. Et ça nous est arrivé effectivement en inspection de tomber sur des choses qui n'étaient pas du tout ce qu'on avait prévu et qu'on a pu creuser après. D'accord. Et qui étaient des choses plutôt d'ordre documentaire? Enfin, le fil à tirer, la pelote venait de la documentation ou de la conversation? J'ai en tête une inspection où les inspecteurs avaient demandé un certain nombre de documents. Comme c'est l'inspection à distance, ils en ont demandé d'autres qu'ils n'auraient pas demandé habituellement. Et ils sont tombés sur un arbitrage sûreté-disponibilité par le directeur d'unité qui était surprenant, on va dire. Et donc, ils ont creusé derrière et ils se sont aperçus qu'effectivement, il y avait de quoi creuser. D'accord. Donc là, l'élément déclencheur, c'est d'avoir regardé plus de docs, finalement. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Côté BV? Ouais, côté BV, je pense que de toute manière, demain, on ne sera pas dans des inspections complètement à distance. Moi, je partage qu'il faut encore aller sur le terrain. De toute manière, on y voit des choses et puis de toute manière, on va pas former nos inspecteurs à distance sans qu'ils sachent comment ça se passe dans les ateliers. Un des points quand même, le fait de faire les inspections à distance, que je disais tout à l'heure, le REX qu'on en a tiré, c'est que ça demande plus de préparation et quelque part, j'entends bien que on peut trouver des choses auxquelles on ne s'attendait pas en étant en inspection terrain. Autant on trouve aussi des choses, le fait de devoir préparer à distance, donc de devoir anticiper et de creuser un peu plus, fait qu'on voit aussi d'autres choses lors de la préparation. Après, quand je vous disais qu'au niveau de la procédure groupe, on fait une préanalyse systématique de la pertinence d'utilisation de l'inspection à distance, un des points qu'on considère, c'est quand même le niveau de confiance global qu'on a aussi de la relation qu'on a avec le fabricant, en fait. C'est quelque chose qui doit être pris en compte et qui doit peser. Il y a des gens qu'on connaît, il y a des gens qu'on ne connaît pas, il y a des gens, il y a des situations plus complexes de d'autres, donc c'est des choses qui se pèsent au cas par cas, je dirais. Côté Framatome?
Bah, écoutez, bon, je verrai si Sébastien souhaite compléter. Sur la partie inspection des fournisseurs, en fait, avant de se lancer en inspection à distance, on a profité de ce temps d'arrêt. Il y a eu un petit mois avant de se décider de sortir un peu de nos, pas de nos gonds, mais de nos murs, même en télétravail, et d'abord de pouvoir être localisé, c'est d'avoir pu travailler. On a eu la chance d'avoir pu travailler sur reverser l'ensemble de nos rapports d'inspection, de nos guides d'inspection dans une base unique et de pouvoir sortir à travers un outil type Power BI, d'avoir pu sortir un peu les niveaux de performance de nos fournisseurs. Hein, le nombre d'inspections bonnes du premier coup, inspection avec réparation et inspection non conforme, d'avoir pu sortir les fiches d'écart, ce qui veut dire que une fois qu'on a ce type de données pour la préparation, effectivement, ça prend un petit peu plus de temps, mais ça permet de voir où est-ce qu'il faut insister avec le retour d'expérience des inspections passées. Donc ça, c'est une donnée clé qui va nous conduire à se dire oui, on peut aller vers la distance ou non, concrètement, le physique fait foi, le présentiel fait foi. Le second point, et ça, je vais me faire le porte-parole des fournisseurs, mais aussi par extrapolation des inspecteurs au pluriel. Un fournisseur peut recevoir chez lui 2 ou 3 inspections sur le même produit, sur le même scope, à des dates différentes, qu'il faut repréparer, Et là, l'avantage que l'on a avec cette inspection à distance, c'est qu'on peut le faire ensemble, si on va ensemble collégialement dans la même direction, le faire en parallèle, en même temps, et ainsi, en termes d'expertise, en live, de pouvoir être sûr quand on est 3 inspecteurs de sensibilités différentes, on va dire, de pouvoir mieux nous synchroniser et apprendre les uns des autres mécaniquement. Donc, on apprend aussi à travers l'inspection à distance. Donc, il y a des pertes, mais il y a des gains, l'un dans l'autre. Voilà, il y a vraiment des leçons à en tirer. Là, c'est encore trop juste. Il faut être humble. On a amorcé les processus, on va les formaliser, on va se lancer petit. On parlait de quel est le pourcentage lequel on peut tabler. Il est sûr que du côté de Framatome, on a des inspections sur des composants qui ne sont pas des centrales, en tout cas pas toujours. On a des produits complexes qu'il va falloir, sur lesquels on peut faire une partie à distance et une partie en présentiel. Donc tout ce qui peut être fait en amont sur la partie documentaire, on en a parlé avec les ASN entre autres, peut être déjà travaillé, ce qui permet, quand on est sur place, d'optimiser et de focaliser sur les questions sur lesquelles on a eu doute et après sur la partie concrète qu'on a décidé de couvrir en présentiel. Voilà, c'est un peu le point que je peux compléter pour cette question. Merci. Et le fait, juste peut-être un dernier point, le fait d'avoir aussi quelque chose d'hybride entre un inspecteur qui est présent physiquement et des personnes qui se connectent à distance, ça permet aussi d'avoir une complémentarité en termes de prise de recul avec quelqu'un finalement qui est sur le terrain et qui est directement avec un focus, un zoom sur l'opération, sur l'inspection qui est préparée, et une partie de l'équipe qui est à distance et finalement qui a un peu plus de recul, qui va pouvoir aussi réagir sur des choses qui sont peut-être un peu moins dans le champ, sur l'environnement, et avoir aussi cette prise de recul. Donc c'est vraiment complémentaire, et ça rejoint globalement la notion d'efficience, en disant qu'on va aller cibler, comme disait Bruno, les fournisseurs qui auront peut-être les moins bons résultats en termes de performance, aller les voir plus souvent, et ceux où on a finalement de meilleurs résultats de performance, se dire peut-être que certaines inspections vont pouvoir être faites plus à distance, et globalement c'est plus une notion d'efficience des ressources pour dire on utilise au maximum en garantissant un niveau qui est encore plus élevé en termes de qualité et de sûreté in fine. D'accord, très, très intéressant. Donc,
quand il y a une inspection physique, une vraie inspection, grâce aux modalités d'inspection à distance, on peut associer d'autres gens et plus de gens qu'il serait raisonnable d'en envoyer, ce qui permet de disséminer davantage ce que l'inspection montre d'intéressant et par ailleurs d'associer des experts qui ne seraient peut-être ou des compétences qui ne seraient pas allées faire l'inspection, mais qui peuvent contribuer à la qualité de l'inspection par leur remarque à distance. Hein. Et ramener aussi un peu plus de sérénité sur le terrain, parce que c'est vrai qu'on a certaines opérations où des fois, Oui. je parle pour nos usines, un soudeur et des fois 6 ou 7 inspecteurs autour. Donc c'est vrai que c'est aussi un peu dur de ne pas avoir une certaine forme de pression qui peut aller du coup à la faute, hein, parce qu'il y a eu finalement trop de personnes autour. Quand on peut le faire tous ensemble, hein, on entend, parce que le même soudeur peut avoir 3 délégations, entre guillemets, hein, d'inspecteurs sur le même mois. Hein. Donc là aussi, il y a ce point qui est plus facile pour tous. Valérie, je n'ai plus les questions à l'écran et je crains que si je touche quoi que ce soit sur mon téléphone de perdre la liaison. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles qu'on n'a pas traitées encore? Oui, on en a un peu parlé, mais il y a une question qui a de nombreux votes, c'est de savoir si les inspecteurs pensent avoir réalisé une prestation aussi rigoureuse qu'en physique. Le client et le titulaire sont souvent intéressés par le gain financier offert par l'inspection à distance, mais est-ce que les inspecteurs considèrent que la qualité de l'inspection est préservée? Alors, il y a oui et non. Hein, on ne peut pas dire un oui franc. Il y a pas mal de retours positifs. Hein, on vous a parlé d'inspection spot, hein, où il faut payer 2 heures. Il faut comprendre aussi que nos inspecteurs, c'est leur métier aussi d'aller de site en site, hein, de geste en geste. Donc, c'est un travail assez fourni et physique. Et il y a des parties d'inspection, et ils l'ont bien compris à travers les préparations, hein, plus d'efforts à préparer, et un travail bien préparé et bien mené, hein, le fait de ne pas se déplacer, hein, sur des inspections évidentes chez un fournisseur qui est plutôt mature, avec un niveau de performance qu'on a accepté, hein, et surtout sur des inspections récurrentes d'ailleurs. Oui, il y a un vrai gain de confort et de résultats. Hein. Maintenant, l'avenir va nous le dire. Hein. Est-ce que derrière, nous avons lancé les inspections. Maintenant, derrière, on a des clients qui peuvent aussi, il y aura des autorités, il y a les autorités de sûreté qui peuvent venir aussi. Il y a Bureau Veritas, les APAV, qui sont missionnés aussi de la part de nos clients en direct, qui pourront aussi, pourquoi pas, compléter à travers l'inspection physique, de valider que qui a été levé ou non est en parfaite relation. Hein. Voilà. Il y a ce travail à mener. Oui, il y a ce côté-là. Maintenant, il faut rester humble. Le temps, plus de data. Là, on a fait 800 inspections. On n'a pas, ce que je disais, on n'a pas forcément sauté sur des inspections de produits type central. Hein. On est vraiment sur des composants et une partie de temps à autre, puisqu'il y a des étapes de fabrication, donc certains gestes. Donc oui, c'est plutôt un oui qu'il faut confirmer et surtout capitaliser sur les signaux faibles qu'on a pu récupérer de ces inspections à distance. Hein, puisque il y a eu effectivement des points qu'on n'a pas forcément trouvés en présentiel, hein, parce qu'on est dans un monde agressif, il y a du bruit, il y a du mouvement, il y a pas mal de choses, alors que là, on est en préparation et en questionnement, on est beaucoup plus à l'aise, plus posé, de part et d'autre d'ailleurs, accessoirement. Par contre, on a des exigences vis-à-vis de l'inspection à distance, c'est que le partenaire doit jouer le jeu. Hein. Il est évident qu'on ne va pas demander à ce que l'usine travaille en plein pot alors qu'on est à distance et qu'on souhaite ne pas avoir de perturbations sur la communication, qui est le facteur clé. La rigueur et la communication. Hein. Donc là, il faut vraiment bien gérer et avoir du matériel qui va bien,
Tiens, d'ailleurs, dans notre kit, on va certainement y mettre aussi une borne Wi-Fi. Ça, on l'a pris avec l'expérience, parce que tout ne passe pas partout dans les ateliers, avec les histoires de cache Faraday ou d'autres. Donc voilà, on veut faire en sorte que ce soit un succès et que ce ne soit pas pénible et devoir refaire. Et le dernier point que je voulais mettre, c'est que certains aspects ou écarts ont pu être détectés à distance, qui permet, souvent on n'a pas toujours une inspection bonne du premier coup, il faut aussi de temps en temps s'y reprendre au moins 2 fois. Donc là, ça permet déjà de prétentionner un peu ce qu'on y a vu, d'avoir les correctifs et derrière peut-être de finir en présentiel, pourquoi pas, ou de nouveau une inspection à distance complémentaire. Voilà. Et ça permet de faire des suivis aussi d'ailleurs, des revalidations de résultats qui n'ont pas été conformes et qui demandent juste un travail. Et comme le disait Sébastien, avec le système de caméra, on fait du portable, du mobile, on peut zoomer, mais aussi on a le global avec des caméras qui prennent un petit peu plus large. Donc, c'est assez, en termes de qualité de travail, c'est assez intéressant. Partager un peu ces rex. D'accord. Et alors, la sûreté est faite et la qualité sont faites de choses techniques et de choses documentaires aussi, que l'on peut, dans une certaine mesure, assez bien voir à distance. Vous en avez témoigné. Il y a aussi beaucoup de choses humaines, le fonctionnement des collectifs, comme l'a dit Christophe Quintin, la culture de sûreté, le management de la sûreté, la cohérence des attitudes et la façon de vivre les priorités de sûreté, finalement. Ces choses-là, bon, Christophe Quintin a dit que pour ce qui est du fonctionnement des collectifs, s'apprécie beaucoup moins bien à distance. Et, alors, je ne sais pas si les autres, vous avez, Frabato, BV, vu des choses concernant le côté humain et comportement des gens par l'inspection à distance, ou bien la SN. Est-ce que vous voulez compléter sur ce sujet de l'humain dans la sûreté? Peut-être un témoignage un peu personnel qui complète ce qu'a dit Christophe Quintin. Bon, je suis à l'IGCNR chez EDF, qui, contrairement à son terme d'inspection générale, ne fait pas des inspections, mais fait des visites. Et on regarde des sujets d'ingénieurs, et puis on regarde beaucoup, on essaye d'appréhender les questions de management de la sûreté, de fonctionnement des collectifs et de culture de sûreté. Et c'est vrai que pendant le confinement et pendant toute cette période, on a fait beaucoup de télétravail et de vidéoconférences. C'est vrai que sur les sujets d'ingénieurs, et sujets intellectuels d'ingénieurs, on n'a pas l'impression qu'on est énormément perdu. Et on a eu des conversations très très riches. En revanche, on a bien eu conscience que sur les domaines plus humains et qui relèvent de la conversation, de l'appréciation des choses. Et là, les choses étaient beaucoup plus compliquées et moins riches. Mais je faisais cette remarque pour aller dans le sens de ce qui a été dit tout à l'heure et pour toujours ne jamais oublier l'aspect humain de la sûreté. C'est pour ça d'ailleurs que la ST4 de la SFEN avait fait toute une journée technique sur le facteur humain et organisationnel assez récemment. Côté ASN, j'ai beaucoup apprécié au tout début de la crise, en fait, EDF utilisait un terme qui était le risque d'illusion de sûreté. Oui. Et c'était vraiment un sujet qui était important pour nous, parce que ce qu'on craignait, c'est que en ayant une partie de la hiérarchie des installations à domicile, on ait une restitution de la vraie vie qui soit faussée. Donc EDF a mis en place un dispositif pour cadrer ça, et c'est ce qui nous a aussi permis, nous, d'alléger notre contrôle physique sur site, parce que si on n'avait pas eu une démonstration que les gens le management allait plus sur le terrain durant cette phase-là, on aurait probablement renforcé notre présence sur le terrain et fait moins d'inspections à distance.
Ça ressemble presque à un mot de conclusion. Et d'ailleurs, je l'avais en tête aussi. Je pense que le questionnement sur, finalement, étant à distance, le questionnement sur le point de savoir si on est dans l'illusion de la sûreté parce qu'on se fait une représentation des choses qui peut être à côté du terrain, ou le questionnement sur le fait de savoir si on est dans le juste. Hein, et finalement, je pense est très important. Et c'est probablement une des plus grandes leçons et un des meilleurs questionnements qu'on puisse avoir lorsqu'on est tous à distance. Hein. Valérie, est-ce qu'on a oublié des questions à tous. Et bon, on a eu des soucis techniques, mais on a entendu vos voix. Et si on n'a pas pu voir chacun, vos visages à chacun. Donc, merci beaucoup pour cette session très riche. Donc, ça fera l'objet pour nous, vous savez, d'une RGN spéciale Covid. Donc, on reviendra vers vous pour rédiger l'article, enfin pour le valider. Merci beaucoup Bertrand. Donc on se retrouve demain à 13h. Une nouvelle session avec Bertrand aussi comme modérateur. Et ça sera le pendant de notre session de lundi où on avait eu le point de vue des exploitants français exploités pendant la Covid avec donc Étienne Dutheil et puis Philippe Leroy. Donc là, on va voir le point de vue étranger. Et on aura donc le délégué général de WANO pareil, et on a aussi le NEI américain qui avait mis en place une structure, et donc il nous parlera de comment les exploitants américains ont vécu et vivent toujours la crise de la Covid. Donc rendez-vous demain à 1h de l'après-midi pour le 5e module. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Au revoir. Merci Valérie, merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.